Je pense que la première chose, c'est déjà de se regarder dans le miroir pour de vrai. On est les seuls en Europe à être obligés de s'imposer des règles qui nous mettent nous en difficulté par rapport au reste du monde. On continue d'être dans un monde dans lequel les émissions augmentent, parce qu'en gros, t'as la moitié du monde qui va financer l'autre dans cette affaire-là. C'est toujours aux autres d'agir, mais ça veut dire que moi je suis bien l'autre de quelqu'un. En fait, moi je suis l'autre de quelqu'un. Et moi, qu'est-ce que je fais? Et donc cette question de responsable, elle est centrale. Elle dit quand tu veux faire passer une loi, tu n'as que les entreprises qui sont contre, qui se manifestent. Et on aura la possibilité de pouvoir faire en sorte que la règle change pour tous et tout le monde. Pour commencer, je propose de tous vous présenter pour que tout le monde, finalement, les gens qui nous regardent puissent un peu comprendre les personnalités et les profils que le groupe Jarnias a souhaité un peu rassembler pour avancer sur ces sujets. Elisabeth, je te permets de commencer par toi, ça paraît assez logique. Et puis en plus, je commence par toi parce que quelque part, tu es vraiment une pionnière. Ça a commencé en 93 pour toi. Zach, en 93, déjà, tu commençais avec Utopie, agence et cabinet think tank à l'époque, à vouloir accompagner et aider les entreprises à organiser leur transformation et leur transition énergétique. Je veux dire 93. À cette époque-là, je ne sais pas qui parlait d'environnement, de transition énergétique. Donc, en matière de... Pas grand monde, d'où le nom Utopie. D'où le nom Utopie. À l'époque, c'était Utopie. Aujourd'hui, c'est peut-être... Faudrait voir si le nom colle toujours. Est-ce qu'on est encore à Utopie? Il colle de mieux en mieux. Il colle de mieux en mieux. Donc, tu es vraiment experte sur ces sujets-là. Tu as lancé Bicorp en France. C'est pour ça que c'était particulièrement intéressant de t'avoir. Et tu es encore largement impliqué là-dedans. Donc, vraiment, merci à toi d'être là. Merci de l'invitation. En tant que pionnière sur ces sujets. Cédric, tu es ingénieur de formation, tu as fait l'école centrale de Nantes, tu es un spécialiste aussi du climat et de la transition énergétique. Tu as dirigé pendant plusieurs années le think tank The Shift Project, toujours largement en activité. Et puis toi aussi, tu as été pionnier parce que tu as inventé et conçu un format qu'aujourd'hui à peu près tout le monde connaît. Et dont personne ne pas encore tout le monde. Je pense beaucoup, ne sois pas si modeste, mais en tout cas que tout le monde connaît et dont personne ne comprenait vraiment le sens ou la portée peut-être il y a 10 ans. Et aujourd'hui, en tous les cas, rares sont les entreprises qui ne sont pas passées par la fresque du climat. Donc c'est bien la fresque du climat que tu as conçu et inventé comme concept. Et parce que tu es un expert, tu es un pédagogue et tu fais de la facilitation de formation sur ces sujets de transition énergétique. Donc on va parler évidemment de tout ça et de ta grande expertise là-dessus. Jean-Vincent Raymondis, tu es aussi ingénieur. On a 2 ingénieurs aujourd'hui. On va essayer d'être au niveau. En plus, ingénieur sorti de Saint-Cyr. Bon, ça impressionne toujours, mais je sais que tu sais largement rendre tout ça accessible. Tu es le président directeur général du groupe Saretech, de Saretech Group, pour le dire de manière tout à fait officielle, et tu es spécialisé dans la gestion de sinistres. Et donc, tu es finalement en première loge des dégâts que les catastrophes naturelles et que le dérèglement climatique, finalement, peut engendrer. C'est clairement le quotidien de nos équipes. C'est clairement, aujourd'hui, effectivement, être aux premières loges, constater et vouloir être une partie de la solution. Exactement. Et ton combat, c'est pas seulement faire des chèques ou indemniser et faire des réparations. Évidemment, ça compte. C'est les assureurs qui font les chèques. Nous, on estime, mais... Ouais, tu estimes les montants. C'est aussi de faire de la prévention. Et tu vas nous expliquer à quel point aujourd'hui la prévention compte et à quel point la prévention peut aussi être un vrai business, un vrai levier de croissance, notamment face à ces enjeux. Et puis toi, Xavier Rodriguez, on va pas se mentir qu'on se connaît, donc je l'ai dit en introduction, tu es le président du groupe Jarnias, donc à l'initiative de cette rencontre et de cet échange. Le groupe Jarnias, c'est un groupe de 20 entreprises, 750 personnes, un groupe spécialisé dans les travaux difficiles, et les travaux en accès, en tout cas difficiles, et les travaux très très spéciaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des cordistes qui vont en hauteur, et des plongeurs qui vont en profondeur. L'idée, c'est d'avoir des travaux qui sont opérés à des endroits où il est a priori très compliqué d'accéder et pour lesquels tes experts trouvent toujours des solutions. Vous êtes sur les sommets des cheminées industrielles, les sommets des montagnes, là où les risques naturels et de dérèglement climatique, je pense, s'observent de manière très très précise, sous des centrales nucléaires, sur des monuments historiques. Vous avez été les premiers à sécuriser et à reconstruire à participer à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sur la Tour Eiffel, etc., etc. Donc un spectre vraiment assez large. Et donc, il y a 4 ans, dans le groupe Jarnias, tu as été à l'initiative de ça. Vous avez initié cette démarche vers Bicorp. L'idée était de vraiment réussir à progresser, de se donner un cadre pour pouvoir mesurer les efforts. Et comme je le disais en introduction,
tu t'es dit, je veux pas en faire une médaille, je veux pas monter sur un podium et juste dire, youpi, on est Bicorp, on va pouvoir maintenant vendre plus cher nos prestations parce que ce n'est absolument pas l'idée même qui t'anime. Donc on voit bien, voilà, on a vraiment des profils assez différents mais complémentaires. Donc on va parler de tout ça et j'ai envie de commencer, si ça vous va, par une question un peu simple et en même temps un peu naïve, vous qu'on dit, vous me direz ce que vous en pensez. Mais la RSE, donc la responsabilité sociétale, sociale, environnementale des entreprises, c'est quoi une entreprise responsable? Elisabeth, je me permets de te lancer la question. Tu as été pionnière en 93, sois pionnière sur ces réponses. Oui, étymologiquement, la responsabilité, c'est la capacité à répondre, y compris aux interrogations que les parties prenantes, les clients, la société, n'importe qui en fait, peut légitimement vous adresser sur votre activité. Et donc, une entreprise responsable, on va dire, le b.a.-ba pour moi de la RSE, c'est d'abord, j'essaie de comprendre quels sont les enjeux principaux, les impacts principaux, négatifs ou positifs. Il y a positifs ou négatifs. En général, les entreprises commencent par explorer les impacts positifs, c'est plus sympa, de l'activité. Et comment je pourrais être interpellée là-dessus. Donc, si j'ai une activité qui génère beaucoup de déchets, si j'ai une activité... tout ça, c'est des sujets sur lesquels on peut être interpellé. Donc, le premier pas, c'est comprendre les enjeux spécifiques liés à l'activité, étant entendu que si vous êtes dans le BTP, vous n'avez pas les mêmes enjeux que quelqu'un qui est dans l'audiovisuel, qui n'a pas les mêmes enjeux que quelqu'un qui est dans l'agroalimentaire, etc. Donc, selon l'entreprise, ou sa taille, son ADN peut-être, où elle exerce ses activités. Voilà. Donc, le premier point, c'est de comprendre ces enjeux. Et le deuxième, c'est de mettre en place les moyens, les stratégies pour maximiser les impacts positifs et puis minimiser les impacts négatifs. Salut, tu auras envie de compléter. Toi, ça veut dire quoi pour toi être alors un entrepreneur, un dirigeant, un président ou un groupe ou une entreprise responsable? Ça serait quoi la première réflexion qui te viendrait là-dessus? Je pense que la première chose, c'est déjà de se regarder dans le miroir pour de vrai. Savoir qui on est, ce qu'on fait. Et effectivement, comme tu l'as dit, Elisabeth, se poser la question pour de vrai, en fait, quels sont les impacts qu'on peut avoir. Sans le savoir, les entreprises, dans leur quotidien, font de la RSE. Sauf que ce mot paraît un peu barbare. Et d'ailleurs, je ne sais pas à quel moment il a été inventé, ce mot-là, mais en fait, il ne définit pas très clairement en fait, ce qu'on fait au quotidien. Au quotidien, les entreprises, elles font de l'insertion, la plupart du temps. Elles ont une vraie responsabilité vis-à-vis de leur écosystème. Elles essaient de faire des choses bien. Et en tout cas, elles ont toute la volonté, en tout cas, de se dire qu'elles vont participer positivement au monde qui les entoure. Je crois très peu au fait que, globalement, il y aurait des méchants entrepreneurs et des gentils entrepreneurs. Je pense que c'est pas ça. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, Raphaël, en fait, être responsable avant tout, c'est de savoir aussi en fait, quel est l'impact qu'on a, mais de manière chiffrée. C'est-à-dire qu'en fait, on peut améliorer que ce qu'on est capable de mesurer. Et moi, ça a été un vrai sujet pour moi. J'avais l'impression, pour de vrai, de me dire qu'en fait, on faisait déjà pas mal de trucs vachement bien. Et on est tombé un peu de notre chaise quand en fait, on s'est rendu compte que globalement, on avait un impact qui était parfois, sur certains sujets, pas très positif et qu'on pouvait faire mieux. Et donc, quand on s'est posé cette question-là, on s'est dit, en fait, comment on fait pour pouvoir inverser la tendance ? Donc, on s'est posé la question de ce qui se passait, etc. Nous, on a beaucoup de certifications dans le groupe. On a plus de 120 certifications et qualifications. Bicorp, c'est une nouvelle... Ouais, pas des moindres, mais en tout cas, on sait à quel point les certifications et les qualifications, c'est quelque chose d'important parce que ça donne une ligne de conduite et un objectif à tenir. C'est pas un badge juste qu'on affiche, c'est effectivement un modèle, quelque part, de management, que ce soit de la sécurité. Et là c'est pour les sujets, effectivement, RSE. Jean-Vincent, je te lance en mode un peu provoque, responsable mais pas coupable. On n'a pas l'impression que parfois les entreprises elles sont plus autant coupables que responsables. Elles ont été imposées responsables et elles sont désignées coupables par l'opinion. Est-ce qu'aujourd'hui on part avec cette étiquette-là quand on dit je suis une entreprise responsable quand on le prononce? Est-ce qu'on ne dit pas pour se justifier aussi un peu finalement? Moi, je pense, et je pense que quand on reprend un peu l'histoire de cette logique de RSE, c'était quand même de se dire qu'une entreprise, pendant longtemps, on s'est dit, c'est juste maximiser la valeur pour les actionnaires. C'est juste ça, une entreprise. Et puis quand tu commences à regarder, c'est quoi tes parties prenantes, auprès de qui tu interagis, qu'est-ce que tu crées comme impact, cette question de culpabilité, tu peux aussi te la poser. Oui, moi, je trouve que c'est une question intéressante de se dire, qu'est-ce que vraiment je fais réellement sur mes parties prenantes. Et alors tous on a tendance à se dire, ouais, mais c'est un peu plus loin que moi dans la chaîne de valeur. En fait, quand tu regardes chaque entreprise, tout le monde te dit,
Et là, je vais parler un peu impact carbone. Tout le monde te dit, finalement, mon scope 3, c'est-à-dire ce qui est un peu éloigné, c'est là où il y a le sujet. Donc, c'est un peu aux autres d'agir, en fait. Non, mais c'est toujours un peu aux autres d'agir. Voilà. Et je pense que cette question de responsabilité, ça nous ramène quand même à cette logique-là de se dire, OK, c'est toujours aux autres d'agir, mais ça veut dire que moi, je suis bien l'autre de quelqu'un. En fait, moi, je suis l'autre de quelqu'un. Et moi, qu'est-ce que je fais? Et donc, cette question de responsable, elle est centrale. Cédric, la fresque du climat était là aussi pour appuyer ou souligner une forme de nécessité de prendre conscience de sa responsabilité aussi dans la chaîne ou là, exactement. Plus prendre conscience du constat. Pas forcément, moi j'aime pas le mot responsabilité, au sens culpabilité. Ça me déplaît fortement. En fait, la fresque du climat, c'est pour comprendre quel est l'enjeu climatique et quelles sont les causes, les conséquences du changement climatique. Et parce qu'à partir de là, on va pouvoir commencer à poser les bonnes questions. Et la vision culpabilisatrice du sujet, il faut en sortir parce que sinon on n'arrivera nulle part. On est tous globalement responsables. On émet tous du CO2 sur Terre. Et si dans mon entreprise, je fais tout ce que je peux pour réduire mes émissions, ça va rien changer au climat dont je vais bénéficier. Voilà. Donc, il va falloir le redire. C'est un problème collectif et en plus un problème collectif au niveau mondial. Et on est 8 milliards d'humains. Voilà. Donc à partir de là, comment on fait ? C'est pas juste la responsabilité des entreprises qui va jouer. Alors, je pense qu'on en parlera par la suite à nouveau, mais c'est aussi les changements de règles du jeu globaux qu'on s'accorde. Ceci dit, à l'intérieur des règles du jeu telles qu'elles existent, on a le droit d'être le plus responsable possible. On a le droit de ne pas laisser au vestiaire, quand on rentre dans l'entreprise, nos convictions en tant que citoyen. On a le droit de se dire, Xavier l'a dit tout à l'heure, il y a des boîtes, elles font de l'inclusion, elles font de l'insertion, elles font plein de choses qui sont très bonnes pour la société. Dans la mesure où elles ont la capacité financière de le faire, où c'est pertinent, cohérent avec leur business, c'est très important qu'elles le fassent. Donc, la notion de responsabilité, elle est importante. Mais il faut aussi être conscient de la limite qui est qu'on est dans un problème de gestion des communs. On est dans un problème de tragédie des communs. Et on ne sort d'un problème de tragédie des communs que par des nouvelles règles du jeu qui sont politiques. Et là aussi, il y a une notion de responsabilité de la part des boîtes, qui est d'aller au minimum ne pas s'opposer à des réglementations qui vont aller dans le bon sens, voire les pousser. Et dire, on est pour un prix du carbone, on est pour telle régulation, on est pour la régulation énergétique ou la réglementation thermique la plus ambitieuse possible. Et ça, c'est de leur responsabilité, d'aller porter ça. Et une fois que les règles ont été changées pour l'ensemble de l'écosystème, on continue d'être en concurrence les uns avec les autres, comme on a l'habitude. Mais ceux qui ont pris de l'avance, ils sont avantagés. Alors, on le disait, on est là aujourd'hui pour, notamment à l'occasion d'une certification B Corp, on se dit mais comment aujourd'hui on peut avoir seulement le premier groupe de BTP certifié B Corp en France, voire d'ailleurs en Europe, juste pour que tout le monde comprenne bien et qu'on mette tout le monde d'accord sur B Corp, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Je suis obligé de te poser la question à toi, Elisabeth, parce que tu es quand même la docteure S B Corp ici pour l'avoir lancé en France. Comment ça marche? À quel point c'est compliqué? Est-ce que c'est du réel déjà? Sur quoi on est jugé? C'est la police de la vertu? Alors surtout pas. Et c'est le bon jour pour se poser cette question, puisque aujourd'hui même, le référentiel sur lequel Utopia a été certifié, sur lequel Jarnias a été certifié, change pour un autre référentiel nouveau. Parce que un des credos de B Corp, c'est que tout ça est une question de progrès continu et que, certes, B Corp est un label qui est accordé aux entreprises les plus performantes selon un référentiel, mais comme les enjeux évoluent, comme il y a besoin d'action collective sur beaucoup de sujets, tous les 3 ans, ce référentiel est remis en jeu. Et la responsabilité de l'entreprise, ça commence par comprendre les enjeux qui sont pertinents pour mon activité. J'ai des salariés, donc j'ai des enjeux RH. Je suis sur un territoire, donc les enjeux de ce territoire sont aussi mes enjeux. Je produis je ne sais quoi et donc j'utilise des matières premières naturelles ou pas, avec des impacts sur la production, exactement. Mon process de production est plus ou moins polluant. En bout de chaîne, j'ai des déchets en quantité plus ou moins grande, de toxicité plus ou moins grande. Et puis mes produits, à supposer que ce soit des produits, on va prendre ça, c'est plus simple. Je les vends à des clients chez qui les produits ont encore un impact. Ils ont un impact en fin de vie, mais parfois ils ont un impact en cours de... Évidemment, une voiture, son impact principal, c'est quand on s'en sert. Donc c'est chez le client, c'est pas... La partie environnementale, il y a aussi partie... Donc ce que fait le référentiel B Corp pour venir à B Corp, ce que fait un référentiel en général, et c'est à ça que ça sert, c'est qu'en fait tous ces enjeux, c'est finalement assez complexe
pour un dirigeant de se dire, oh là là, bon, alors il faut que je comprenne d'abord chaque enjeu, en plus que je mesure, il y a des choses là-dedans qui sont mesurables, d'autres moins mesurables, il faut que je comprenne tout ça, que je comprenne quel est mon impact sur l'enjeu, et puis qu'est-ce que je peux changer dans mes activités pour avoir un meilleur impact, c'est-à-dire c'est un impact positif supérieur ou un impact négatif inférieur. Bon. C'est une source de complexité. Enfin, on vit dans un monde complexe. Il y a une entreprise qui rentre dans ce processus-là, elle se met à nu, elle ouvre ses tiroirs, ses placards. Alors, déjà, elle ouvre son cerveau pour comprendre tout ça. Le référentiel, il aide à cartographier ces enjeux, puisque dans le référentiel, un référentiel, c'est une liste de critères, en gros, hein, c'est pas compliqué. Donc, vous dites, alors moi, ma taille, c'est j'ai tant de salariés, je suis dans tel secteur, et j'opère en France. Et là, le référentiel s'adapte à votre taille, votre secteur d'activité et votre emplacement géographique et vous dit, bon bah voilà, les enjeux principaux sur lesquels je vais te demander des éléments sur à la fois les moyens que tu mets en œuvre et les résultats que tu atteins, c'est ça. Donc ça, c'est la liste de critères, d'accord, qui s'adapte. Donc moi, dans le conseil, je n'ai pas répondu aux mêmes questions que Jarnias, sauf sur une partie des critères, par exemple les ressources humaines, encore que les gens chez moi, ils risquent moins leur vie que chez Jarnias. A priori, dans le conseil, on est assis éventuellement, on a un trajet vers le bureau le matin, mais c'est tout. Eux, je suppose que quand ils sont suspendus à un fil à une grande hauteur, c'est pas complètement le même enjeu. On a intérêt à ce que ce soit un peu plus qu'un fil. On a intérêt à ce qu'il y ait de la formation, des procédures de sécurité, etc. C'est pourquoi nous on n'a qu'une dizaine de labels et que j'ai compris qu'il en a beaucoup plus. Après, est-ce que ça doit pas être une course au label ? Non, c'est pas une course au label. Mais ce que je veux dire, c'est quand on est dans des domaines où vous avez intérêt à ce que les gens c'est un peu la checklist de la sécurité. Il y a un certain nombre de checklists. Bon, un référentiel, c'est une checklist. Et donc on regarde la partie environnementale. Donc on regarde historiquement sur le référentiel sur lequel Jarnias a été certifié et nous aussi, et qui n'est donc plus valable depuis hier, mais on va prendre celui-là. Il y avait 5 domaines d'impact. Donc la gouvernance, donc ça c'est la façon dont vous prenez les décisions, avec quels critères, etc., quel processus en interne, est-ce qu'il y a une raison d'être, est-ce qu'il y a des documents qui figent un peu la façon dont on prend des décisions, justement en intégrant des considérations par exemple sociales, environnementales. Les collaborateurs, donc ça c'est assez facile à comprendre. Heureux, bien heureux. En gros, des éléments sur ce qui s'appelait dans le référentiel précédent collectivité, qu'on avait traduit parfois par communauté, qui intègre par exemple les fournisseurs. Donc on va dire c'est l'écosystème de l'entreprise, les impacts au-delà de mes frontières. Exactement. Donc l'impact sur les riverains, l'impact sur le territoire sur lequel vous êtes, l'impact sur les fournisseurs en amont, voire les fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs. Les clients, je l'ai peut-être déjà dit. L'environnement, et ben voilà, j'en ai 5. Gouvernance, collaborateurs, collectivité ou communauté, environnement et clients. Et sur ces 5 domaines-là, le référentiel Bicorp vous pose des questions. C'était plus facile dans la version précédente parce que c'était un QCM. L'avantage du QCM, c'est que même si vous ne faites rien, vous répondez la case « je ne fais rien », mais vous voyez ce que vous pourriez faire. Et à chaque fois que vous voyez des réponses dont vous vous disiez « ah bah tiens, mais là en fait j'y avais jamais pensé, mais en lisant ça, en fait on pourrait très bien faire ça », vous pouviez mémoriser la question et hop, elle passait dans une espèce de dossier qui vous permettait de faire un plan d'action en plus. Voilà, donc vous évaluez votre performance sur ces 5 domaines-là. Le référentiel Bicorp est assez positif par nature, donc vous ne perdez jamais de points, vous ne faites qu'en gagner là où vous êtes bon. Xavier, excuse-moi, pardon, je te coupe Elisabeth, pardon, mais c'est plus qu'intéressant parce que Xavier sort de ce processus. Évidemment, il en sort un long processus. Un long processus, 4 ans. À quel point ça a été difficile, ça a été une révélation, et qu'est-ce que aujourd'hui, tu connais ton score, est-ce que déjà c'est une satisfaction, ou est-ce que le score finalement n'a pas d'importance, voilà, et raconte-moi un peu ce... Non, mais oui, je connais mon score, c'est pas ça qui a de l'importance. Je pense que les équipes le connaissent plus que moi, parce qu'ils dormaient avec le fait de pouvoir gagner des points. Parce qu'il faut un certain temps, il faut atteindre un certain seuil de points, effectivement, pour être 80 points sur 200. Voilà, pour être certifié. Le vrai sujet autour de ça, pourquoi ça prend autant de temps, c'est parce qu'en fait, c'est pas une démarche de progression où en fait, on peut démarrer de zéro en étant labellisé, en ayant 0. Il faut déjà avoir un minimum de points. Ça veut dire qu'il faut déjà démontrer qu'on est déjà dans une logique d'amélioration et de progression. Il faut être éligible au processus, etc. Donc ça demande, c'est un parcours effectivement qui est long, mais parce qu'il est long, parce que en fait, c'est pas quelque chose que tu peux faire tout seul. C'est un projet d'entreprise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est ça en fait la clé. La clé, c'est pas de se dire en fait, on a une idée, d'avoir un label, ça va nous permettre de gagner peut-être des nouveaux marchés, etc. On pourra répondre à un enjeu cosmétique,
faire ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui du greenwashing, ou alors du RSE washing, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Le sujet, c'est qu'effectivement, en fait, la complexité de l'obtention d'un label comme celui-ci, déjà pourquoi nous on s'est posé la question de ce label-là? Parce qu'on a considéré que c'était le label le plus exigeant qui existait en termes de RSE d'un point de vue international. On a d'autres labels, Lucie en l'occurrence, etc., qui sont des labels très français. Et en fait, quand on s'est posé la question de celui qui était le plus exigeant, en fait, on est tombé sur le label B Corp. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte pendant le processus qu'il était effectivement très, très, très exigeant et que ça nécessitait déjà un travail d'amont extrêmement lourd, mais aussi d'investissement de l'ensemble des équipes. Par exemple, il faut qu'on change, nous on a 20 entreprises, il a fallu qu'on change l'ensemble en fait de nos statuts d'entreprise et qu'on intègre à l'intérieur de nos statuts d'entreprise une véritable notion de RSE où en fait le profit n'est pas uniquement la clé, c'est que le profit est mis en parallèle avec effectivement l'impact positif qu'on doit avoir dans la société. Et donc ce travail de fond qu'on a mené nous a amené aujourd'hui à avoir le label. Mais en fait, tu disais tout à l'heure en préambule, et c'est assez juste par rapport à ça, moi je ne dis pas super, on a eu le label. Je me dis en fait comment c'est possible aujourd'hui qu'en 2026, on soit le premier groupe français à avoir un label aussi exigeant dans le secteur du BTP qui aujourd'hui, rappelons-le quand même 2 minutes, pèse 25% des émissions à gaz à effet de serre aujourd'hui en France. On est le 2e secteur après les transports. Alors, tu me disais, Elisabeth, en off, effectivement, qu'en fait, on n'est pas en retard parce que le transport aussi, lui, n'est pas très performant là-dessus. Mais moi, je crois que je suis dans une logique où en se disant, en fait, il ne faut pas se satisfaire de ça. C'est pas parce qu'en fait, y a des gens qui avancent pas que nous, on ne doit pas avancer. Et la logique, c'est vraiment d'être une référence sur notre secteur. Comme on essaye de le faire, tu parlais de sécurité tout à l'heure, on a une volonté très forte, nous, de notre côté, en fait, de considérer qu'on veut être une référence en termes de sécurité, en termes d'expertise, etc. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des gens comme ça qui montrent que c'est possible. On n'est pas des superman parce qu'on a réussi à avoir cette certification-là. C'est juste qu'on a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps et de se dire qu'en fait, c'était possible d'être une entreprise qui portait ce sujet-là. Je veux juste préciser ça, dans une atmosphère qui est quand même un peu compliquée, parce qu'on est pointé du doigt en disant qu'en fait, à la fois, on est coupable parce que dans notre secteur, on fait pas le job, parce qu'on a des politiques d'État, on va peut-être y revenir tout à l'heure, en fait, qui sont pas très claires pour les entreprises. Est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on n'est pas obligé, est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire, par rapport à la concurrence internationale, est-ce qu'on est les seuls en Europe à être obligés de s'imposer des règles qui nous mettent, nous, en difficulté par rapport au reste du monde. Et donc, globalement, c'est quand même, et je reviens à la notion de responsabilité, il faut que ça soit quelque chose qui parle de son ADN, et je crois que d'être une référence et d'avoir un impact positif dans mon écosystème, et je ne parle pas uniquement du sujet environnemental, pour moi, c'est quelque chose qui compte. Ouais. Donc c'est des certifications qui sont vraiment exigeantes, qui sont basées sur des faits réels, qui en plus permettent effectivement de s'auto presque diagnostiquer et puis donc de pouvoir trouver un plan de repère pour progresser derrière. Donc on voit bien, il existe de nombreux, tu t'en as cité d'autres, nombreuses certifications, nombreux labels, et puis il y a des choses qui sont apparues un peu plus récemment, c'est les entreprises notamment à mission. On va en parler avec toi parce que la question est de savoir, est-ce que finalement ça a des réels impacts, et on va en parler aussi avec toi Cédric, mais est-ce que ça a un réel impact? Toi par exemple, Jean-Vincent, le groupe Saretech est une entreprise à mission. Le fait de devenir une entreprise à mission, ça a changé quoi? Vous avez fait quoi de plus ou de mieux, sans vouloir être inquisiteur, hein, mais de manière très très claire, qu'est-ce que ça change en fait réellement en termes d'impact? Alors, je pense que on s'est lancé dans cette. Je vais juste partager le parcours parce qu'il est intéressant. Parce qu'en fait, on s'est lancé dans cette question-là en partant quand même du haut avec le conseil d'administration. Et en vrai, ça a commencé par une fresque du climat. Donc, et il y a beaucoup d'histoires comme ça qui commencent par une fresque du climat, quand j'en parle autour de moi. Et là, on a collectivement eu un vocabulaire commun, déjà au niveau de ce conseil d'administration. On l'a décliné plus largement dans l'entreprise, avec un vocabulaire commun autour justement de cette fresque du climat, et de prendre conscience réellement avec ce vocabulaire partagé. Et donc, on s'est interrogé, qu'est-ce qu'on peut faire? On a vraiment posé la question, B Corp, entreprise à mission. Ce qu'on a trouvé... Et tu l'as dit, hyper intéressant dans B Corp, c'est que tu as une liste d'actions et dedans, il y a des idées géniales. Je pense que c'est remonté de plein d'actions qu'ont pu conduire des entreprises et on s'en est vraiment inspiré en se disant, il y a des questions qui nous sont posées. Est-ce que vous faites ça? Et on se dit, mais on devrait vraiment le faire quand même. Et ça, je trouve que, ne serait-ce que pour ça, B Corp, c'est hyper instructif pour trouver des pistes, des idées à construire. Ce qu'on voulait faire à l'échelle de l'entreprise, ce qui m'a intéressé dans l'entreprise à mission, ce qui nous a intéressé, c'est le fait d'avoir un comité de mission qui challenge les décisions du conseil d'administration.
Et Donc- pour de vrai, ou à chaque fois, Non, pour de vrai. finalement, l'argument économique, les habitudes, les pratiques reviennent au galop? Non, pour de vrai, parce que le comité de mission, il rend un avis qui est public. Le rapport de mission, il est audité par un organisme tiers indépendant. Donc en fait, vu le contexte de mon entreprise, et je pense que ça peut être très différent en fonction de ton actionnariat, en fonction de tes enjeux, moi j'avais vraiment ce besoin qu'on ait ce comité de mission qui nous challenge sur des décisions et qui nous dise bah, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous n'allez pas là, pourquoi est-ce que sur la biodiversité vous faites rien, et ils me le disent encore d'ailleurs, voilà. Et au bout d'un moment ils vont commencer à me le dire plus durement. Et ça effectivement c'était hyper intéressant pour moi d'avoir cet instinct là qui nous poussait à avancer. Donc je pense que ces chemins ils sont pas concurrents. On se pose d'ailleurs encore la question du Bicorp aujourd'hui, de se dire est-ce que ça vaut le coup de s'engager dans cette démarche. Ce que j'ai trouvé intéressant sur la démarche d'entreprise à mission, on fait de la croissance organique et de la croissance externe. On a plus de 1000 collaborateurs qui nous ont rejoints sur les 3 dernières années. Et donc, faut raconter une histoire à ces 1000 collaborateurs. Et finalement, le fait d'avoir une mission, c'est la première histoire qu'on peut la raconter. À quoi on sert? C'est quoi notre impact? Enfin, qui on est? Pourquoi on est là? Et pourquoi est-ce que chaque jour, quand vous travaillez, vous contribuez à quelque chose d'un tout petit peu plus grand que juste la valeur de l'entreprise? Et donc ça, pour nous, ça a été hyper utile, et ça l'est toujours, de dire on a quelque chose à raconter, on a un narratif, et c'est le nôtre. Peut-être un point là-dessus, les deux approches sont vraiment très complémentaires. Nous, on est les deux, on a beaucoup de clients qui sont les deux. Et d'ailleurs, j'y pensais en t'écoutant, mais on a un client qui est aussi une entreprise de BTP, qui est GSE, qui a commencé par la société à mission et qui vient d'être certifiée Bicorp. Donc, il y a quand même une dynamique. C'est très complémentaire. Pourquoi? Parce que la société à mission, ça met en place les éléments de gouvernance. Donc, on dit pourquoi on existe, qui est quand même pas inutile pour la suite. Et avec quels grands engagements on va piloter l'entreprise. Et on met ce comité qui, effectivement, est là pour aider, on va dire, orienter les gens qui prennent les décisions dans l'entreprise. Bon, donc c'est un bon... Moi, je trouve que dans l'absolu, pour une entreprise qui se pose la question de commencer, c'est le bon premier pas. Parce qu'en fait, vous écrivez des intentions. Vous n'avez même quelqu'un qui n'a jamais rien fait sur ces sujets-là peut, demain, avec un peu de temps, devenir société à mission. Et le processus est vertueux. Et puis, au bout d'un moment, il va se poser la question d'ailleurs avec le comité de mission, de OK, ces grands engagements qu'on a mis dans les statuts, parce qu'en gros, pour devenir société à mission, vous mettez la mission dans vos statuts et quelques grands engagements un peu larges, et vous créez ce comité, et puis vous faites le rapport tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Et ensuite se pose la question de OK, ces grands engagements, on va les manifester par quelles actions ? Et puis, comment on s'assure d'être à un bon niveau de performance sur tous ces différents sujets? Et c'est là que Bicorp est utile, puisque tu l'as dit, Bicorp amène le référentiel, les critères des idées d'action déjà. Donc, ça va vous aider à mettre des indicateurs en face des engagements, suggérer des actions. Et à un moment, en général, la GSE, il y a eu peut-être 2 ou 3 ans, entre le moment où ils sont devenus société à mission et le moment où ils sont certifiés Bicorp. À un moment, ils se disent, bon, là, ça y est, on a atteint assez rapidement un niveau de maturité qui fait qu'on peut aller chercher la certification Bicorp pour dire, OK, non seulement on a la gouvernance en place, mais on a aussi la performance à un niveau qu'on considère être assez exigeant, satisfaisant, entre guillemets, en tout cas motivant pour aller plus loin ensuite. Bicorp, RSE, on va faire un petit focus macro, si vous voulez bien, environnement, parce que je pense que systématiquement et immédiatement, spontanément, quand on pense Bicorp, quand on pense RSE, entreprise à mission, on a vraiment immédiatement les mots environnement qui viennent, et on va en parler avec toi, Cédric. Je pense que c'est intéressant, et tu le rappelais, Xavier, sur le BTP, pour rappeler quand même le BTP, aujourd'hui c'est 70% des déchets français. C'est 25% des émissions de CO2, tu l'as dit. C'est seulement 0,2% des 600 entreprises certifiées Bicorp. Attends, je vais sortir moi de la pièce si tu dis tout ça, ou je vais me cacher sous le canapé. Et tout ça malgré la loi PAT, et la société à mission qui a pourtant fait évoluer les choses. Le BTP est aujourd'hui multiplié par quasiment 10 son rythme de décarbonation. Ma question, Cédric, c'est toi qui étais là aussi, qui est derrière la fresque du climat et qui était là sur les constats. Autre constat, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça porte ses résultats aujourd'hui? Est-ce que ça a fait bouger les flèches, les indicateurs? Est-ce que les capteurs sont un peu moins dans le rouge? Pas le sentiment que oui, tu vas répondre, il y en a encore, mais quel constat tu ferais par rapport à ça? Est-ce que ça fonctionne? Et est-ce que les entreprises y vont? Alors, je ne suis pas un expert du sujet, donc il faudrait plutôt demander à Elisabeth combien d'entreprises sont passées entreprises à mission, Bicorp, et sur ces entreprises-là, qu'est-ce que ça a changé? Final, aujourd'hui, la situation sur l'empreinte carbone de la planète, on continue d'être dans un monde dans lequel les émissions augmentent.
Il faudrait qu'on soit, à un moment donné, qu'on soit neutre en carbone. C'est-à-dire qu'avant d'y arriver, il va falloir que ça arrête d'augmenter, ça baisse, enfin que ça soit neutre, puis que ça baisse. Et ensuite que ça baisse à un rythme, mais qui est démesuré. Il faudrait que ça baisse de au moins 5% par an au niveau mondial, voire plus que ça, parce que je n'ai pas refait les calculs récemment, mais plus le temps passe, plus la pente va être pentue. Et que ce soit en France où on est peut-être un petit peu plus à la pointe. On est un peu moins mauvais une fois dans le BTP. C'est-à-dire que oui, on est quand même un pays développé avec une empreinte carbone par tête qui est très élevée, qui est au-dessus de la moyenne mondiale. Donc voilà, donc en fait, on est un peu plus obligé que les autres de faire des efforts parce qu'on a également un développement économique qui nous permettra de réduire notre empreinte chez nous et d'aider en plus les autres pays à le faire parce qu'en gros, tu as la moitié du monde qui va financer l'autre dans cette affaire-là. Ceux qui sont en dessous, qui sont entre 1 et 10 dollars par jour, c'est pas eux qu'on va demander de faire des efforts. Voilà. Et par contre, ils ont envie de se développer, il va falloir qu'ils puissent le faire dans un contexte où leurs émissions à eux n'explosent pas. Voilà. Donc globalement, on vit encore dans un monde dans lequel les émissions de CO2 augmentent chaque année. Voilà. Et de manière relativement proportionnelle au PIB. Et donc le découplage entre les deux, le PIB, à quel point il va pouvoir continuer d'augmenter, je ne sais pas. Probablement qu'il continuera d'augmenter, mais le découplage à mettre en œuvre, il est énorme. Et on en est très loin pour l'instant. Mais après, sur les chiffres des entreprises d'émissions, le bilan, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Il faut regarder. Alors, on a les chiffres, typiquement sur Bicorp, il y a 10 000 boîtes certifiées dans le monde, 600 en France. Enfin, société à mission, il y en a un peu plus, parce que comme j'ai dit, la marche est un peu plus facile, puisque c'est une mise en place d'une gouvernance qui est le B.A.-ba, si j'ose dire, avant d'atteindre un niveau de performance. Je pense qu'il faut regardez ça sur est-ce que ça suffit à changer les choses ou pas. Il y a un prisme et un concept hyper intéressant, c'est le concept du point de bascule et de la minorité active, qui a été d'ailleurs théorisé par un Français. Alors c'est très intéressant. Serge Moscovici, dans les années 70, a écrit un petit bouquin qui s'appelle Théorie des minorités actives. C'est quoi ? C'est si tu veux faire du changement dans la société, quel que soit le sujet, il te faut au début un petit groupe de gens qui a un langage différent, une vision différente des choses, qui s'incarne dans un langage différent et surtout dans des pratiques différentes. Et ce petit groupe de gens, en fait, le changement, l'être humain est un être social, il ne change que par les normes sociales. Si la norme sociale change, en gros, si ça devient plus cool d'être ceci ou cela, végétarien ou pas trop engagé, alors je change. Et donc, pour que les normes sociales commencent à changer, c'est ça le fameux point de bascule, il faut que cette minorité active qui adopte un nouveau comportement pèse, alors les experts disent quelque part entre 10 et 15%, d'accord ? C'est peut-être 10% d'une population. Donc ça peut être 10% des Français, 10% des consommateurs, 10% d'une filière, 10% du MEDEF, enfin, etc. Ça marche quelle que soit la population qu'on voudrait voir changer. Donc il faudrait que le groupe Jarnias pèse 10% du filière pour que ça soit une minorité active. Non, alors, il faudrait que la minorité active des entreprises engagées, qui n'est pas que Bicorp ou que les sociétés à mission, mais sans doute les Bicorp plus les sociétés à mission, plus l'UCI, c'est-à-dire au-delà des petites différences entre les schémas d'engagement, qu'en gros, si je regroupe tous ces gens-là, j'atteigne 10% de l'économie française. À ce moment-là, si j'atteins 10% de l'économie française, on atteint ce fameux point de bascule et il commence à se passer quelque chose, c'est-à-dire que les pratiques de la minorité active gagnent en gros la majorité silencieuse. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut penser la théorie du changement. Parce que en réalité, les lois, par exemple, changent à partir du moment où ce point de bascule est atteint. On commence à avoir un nombre significatif d'électeurs qui disent « Ah, mais en fait, il faudrait changer ça ». Et là, la loi consacre, entre guillemets, le point de bascule. Donc, c'est ça que vise la société à mission, c'est ça que vise Bicorp. C'est faire changer les lois, etc., mais à partir d'une minorité active d'entreprises qui montrent que c'est possible, qui montrent que c'est pas déconnant, si tu me passes l'expression, d'un point de vue business, que ça stimule l'innovation, que ça donne du sens au travail des gens, que ça permet d'attirer les gens, que ça permet de les garder, etc., etc. Et si cette minorité active, qui est celle qui va le plus loin, démontre ça, alors ça va donner envie aux autres, puisque ça n'est pas contre-productif en termes de business, d'aller dans le même sens. Parce que BTP ou quoi, il y a urgence. Toi, Jean-Vincent, ton groupe est en permanence sur le front des catastrophes naturelles, vous allez là où le dérèglement climatique a causé des dégâts. Toi, tu vois à quel point c'est plus possible. Qu'est-ce que te disent
comment comment t'observes ça, et est-ce que tu vois des entreprises vraiment bouger pour que plus jamais ça leur arrive? Comment tu t'observes des changements, des chiffres là-dessus, parce qu'on voit que c'est compliqué. Alors, je pense qu'il y a 3 visions. La première, c'est qu'en fait, les conséquences du changement climatique, c'est pas demain, c'est pas en 2050, c'est maintenant. Enfin, c'est très concrètement maintenant. Je suis dans le secteur d'activité depuis 20 ans. Les différences d'impact, je les vois à l'échelle d'hommes. Donc, c'est un sujet on est déjà concerné. Donc, l'adaptation, c'est pas demain, c'est forcément aujourd'hui. C'était peut-être même déjà un peu hier. Donc, en fait, on est complètement concerné, on est dedans. Et la question de pourquoi agir, c'est un secteur où on n'a pas beaucoup de climato-sceptiques dans l'expertise, parce qu'on le voit vraiment de nos yeux. Et puis, on voit, c'est le point qui me semble d'accroche, c'est qu'il y a de la détresse. C'est-à-dire que le changement climatique et ses impacts, il y a de la détresse. Et donc, quand on est confronté à ça, on se dit, mais c'est quoi, est-ce qu'on va être juste là pour réparer, ou est-ce qu'on peut agir, prévenir, trouver des solutions? C'est quoi l'impact que je peux avoir? Je ne vais pas ramener chez moi uniquement ces problèmes. Comment est-ce que je peux faire partie de la solution? Ça, je pense que vraiment, c'est un bon moyen d'agir. Je vais le pondérer un peu, parce que je discutais récemment avec un chercheur qui travaille sur comment est-ce qu'on mémorise la mémoire du risque. On appelle la mémoire du risque, comment est-ce qu'on mémorise, et il a beaucoup étudié dans le sud-est de la France des conséquences des inondations et des endroits où il y a eu des inondations assez importantes, et d'interroger chaque année, est-ce que vous vous souvenez d'inondations? Donc, en gros, au bout de 7 ans, on a oublié. L'être humain, on a oublié au bout de 7 ans qu'on a eu une inondation assez importante, parce que les gens ont bougé, parce que les territoires ont changé, parce qu'on a mis une digue, on se dit, c'est bon, maintenant il y a une digue, ça n'arrivera plus. Donc la question, c'est de se dire que, en fait, cette mémoire du risque-là, il faut la saisir, il faut la transformer en énergie positive. Voilà. Et là, on a un temps assez court pour le faire. On a un temps assez court pour agir. Donc comment est-ce qu'on mobilise ces énergies? Voilà où je voulais rebondir sur la question de la minorité active. Je pense que c'est quand même très vrai, parce que moi, je vois autour de moi, dans mon secteur d'activité, on n'est pas un secteur avec de très nombreuses entreprises, et le fait que 1 ou 2 entreprises commencent à bouger, de toute façon, pour les autres, il y a un enjeu concurrentiel, il y a la peur de manquer. Je vais passer à côté de quelque chose. Si je ne le fais pas, je ne vais pas répondre, il va me manquer une réponse à mes clients. Donc ça, très clairement, on voit que le mouvement qu'on a fait, nous et 1 ou 2 autres, ça entraîne tout le monde. Donc c'est pas une option, en fait, parce que de toute façon, les concurrents, mes compétiteurs vont le faire et vont agir. Mais ça veut dire quand même que c'est sur les entreprises que tout ça repose. C'est aux entreprises de porter la charge de sauver le monde. C'est vrai que non, je pense pas. C'est pas ce qu'on a dit, mais c'est pas ce qu'on pense, mais c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir parfois. Non, je pense pas, justement. Ça va. Alors, je dis pas que les entreprises ont rien à faire. Je pense qu'il faut qu'elles aillent parce qu'elles sont responsables. Si elles sont responsables, il faut qu'elles aillent le plus loin possible dans la bonne direction. Mais à un moment donné, si décarboner, ça coûte trop cher, elles vont pas le faire. Et puis, si elles essayent de le faire quand même, et qu'elles mettent la clé sous la porte ou qu'elles se font piquer des parts de marché par les autres, elles vont mourir et ça nous fait une belle jambe. Donc, il faut être conscient de la hauteur de la marche. On parle d'une transition énergétique dans laquelle il va falloir faire du moins 5% par an au niveau mondial sur les émissions de CO2, ce qui veut dire probablement le double dans les pays développés, puisque, comme on l'a dit, il y a des enjeux différents suivant qu'on est des pays développés ou en développement. C'est énorme, moins 10% par an, c'est monstrueux. En fait, on en est très très loin. La rare fois où on s'en est rapproché, c'était la crise des subprimes et puis le Covid. Et on n'était même pas sur moins 10%. Et surtout, on a rebondi l'année suivante au même niveau. Voilà. Donc, ça veut dire que la marche, elle est énorme. Et ce n'est pas avec les actions de décarbonation qui sont rentables aujourd'hui qu'on y arrivera. Il faut que les étapes suivantes, il faut rendre rentables les étapes de décarbonation suivantes. C'est-à-dire que quand on a un projet de décarbonation qui a un coût d'abattement à 50 € la tonne, c'est-à-dire que je peux économiser du CO2, mais ça va me coûter 50 € par tonne de CO2 évité. Ce projet-là, voilà, en face de ça, il faut qu'il y ait une taxe carbone, il faut qu'il y ait un prix du carbone. Donc si je suis sur les marchés de quotas de CO2, je suis un industriel, je suis assujetti aux quotas et je vais payer mes quotas 90 €, c'est la valeur d'aujourd'hui, 90 € la tonne de CO2. Un projet à 50 € la tonne, il vaut le coup et je le fais. Je suis une entreprise de BTP, tu me traduis ça comment pour pouvoir... Alors, si tu es dans le BTP, en général, tu n'es pas toi-même assujetti aux quotas de CO2. Ceux qui le sont assujettis, c'est tes fournisseurs qui sont, je ne sais pas moi, Lafarge, Saint-Gobain, Saint-Gobain, je ne suis pas complètement sûr, mais j'imagine.
En tout cas, tes fournisseurs peuvent être concernés et donc le prix du ciment va augmenter, le prix de certains produits chimiques va augmenter, etc. Avec les quotas de CO2, avec la taxe carbone également. Et si on ne change pas ce prix du carbone, mais le prix réel payé par les acteurs privés, si ça ne change pas, il n'y a aucune raison qu'on aille faire les décarbonations qui suffisantes pour arriver à sauver le climat, si tu veux. Donc, les entreprises, leur responsabilité, c'est quoi? C'est de connaître ces coûts d'abattement. C'est de savoir que le jour où on sera à 100 € la tonne, alors je vais pouvoir activer ce projet-là. Voilà, ce projet-là, de passer d'un béton normal à un béton décarboné, ça coûte un poil plus cher, mais je vais le faire parce que je peux me le permettre. Voilà. Et en l'occurrence, le ciment et le béton, ça peut être bien en dessous de 100 € la tonne, parce qu'on a trouvé des solutions intéressantes, mais après, il y aura des projets qui seront à 200, puis à 300 et à 500. Et en 2050, très probablement, on sera à 500 € la tonne. Voilà. Peut-être même plus, je ne sais pas. Peut-être qu'on sera même à 1000, j'en sais rien. Et si on veut sauver le climat, en tout cas. Voilà. Donc la responsabilité des boîtes, c'est d'anticiper tout ça, c'est de savoir, suivant la trajectoire du prix, qu'est-ce qui va se passer. Mais être au bon niveau de réduction de CO2 ne se fera que s'il y a ces changements de règles du jeu. Et du coup, la responsabilité, c'est d'aller pousser pour que ça ait lieu, ces changements. Il y a ce point-là. Est-ce que c'est acceptable économiquement? Et puis il faut qu'à la go du jeu change à un niveau supérieur que ceux des entreprises. Elles peuvent agir. Mais par exemple, toi Xavier, t'as sûrement dans ta filière, ton secteur, des concurrents d'autres pays qui jouent pas avec les mêmes règles. Et toi, par exemple, tu peux être en concurrence avec des entreprises du BTP qui n'ont pas ce même degré d'exigence et qui peuvent venir te concurrencer. Comment on gère cette forme de concurrence déloyale qu'il faudrait globaliser l'effort et que tout le monde joue avec les règles du jeu. T'es confronté à ces sujets-là, j'imagine. En permanence, et surtout encore plus dans notre secteur. Si tu veux, on est en permanence en concurrence avec le monde entier, en fait. D'ailleurs, qu'on vende des produits à l'export, qu'on en vende en France, qu'on en importe. Aujourd'hui, quand on construit en France, on fait venir des matériaux de partout, du monde entier. Et donc, c'est un vrai sujet de savoir effectivement que tout le monde ne joue pas les mêmes règles du jeu. Par contre, je crois qu'il ne faut pas se poser la question de cette manière-là. Il ne faut pas se poser la question de savoir parce que d'autres ne jouent pas les règles du jeu, ou en tout cas ne sont pas vertueux, il faudrait que nous, on ne le soit pas. Moi, je crois beaucoup à ce que tu viens d'expliquer aussi, c'est-à-dire qu'il faut montrer que c'est possible. Si en fait, personne n'est là pour montrer que c'est possible, en fait, il n'y aura pas de changement possible. Maintenant, je partage aussi ce que tu as dit, effectivement, sur des règles qui sont au-dessus de celles des entreprises. Les entreprises, elles ont une mission. Alors, soit, effectivement, que si elles sont des entreprises à mission, mais au-delà de ça, en fait, elles ont un objectif, c'est quand même d'avoir de la rentabilité. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de le rappeler à ce moment-là. C'est-à-dire que d'avoir un label comme Bicorp ou s'être engagé dans une démarche RSE, c'est pas une dynamique de bisounours, c'est d'imaginer qu'effectivement, on soit tous des entreprises avec des statuts de loi 1901 à but non lucratif. C'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est de montrer que c'est possible de faire en sorte d'être dans l'économie réelle, de gagner de l'argent. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup ton discours dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a une incitation très forte des entreprises de pouvoir faire des choses de manière vertueuse. Et ça, pour le coup, si on est quelques-uns à montrer l'exemple, et que ces quelques-uns se transforment en étant peut-être un peu plus que ça, on aura la possibilité de faire changer les lignes, et on aura la possibilité de pouvoir faire en sorte que la règle change pour tous et tout le monde. Et je vais te prendre un exemple. Dans ma filière, dans une partie des métiers qu'on opère, c'est les travaux en hauteur, les travaux d'accès difficile. Okay, on a fait, nous, bouger les lignes de notre profession en imposant des règles de sécurité qui sont nettement plus exigeantes que ce qu'il y avait auparavant. Et le fait qu'on soit cette forme de référence de notre secteur a permis qu'en fait tout le monde emboîte le pas. Et ça a relevé l'ensemble des standards auprès de tout le monde, et ça nous a permis d'aller chercher des marchés où la sécurité était un prérequis, un préalable, etc., avant quelle que soit l'intervention qu'on pouvait mener. Et je pense que dans ce sujet-là, de le faire avec une logique d'incitation, forte aussi économiquement, peut être aussi une partie de la solution, et pas de se dire qu'en fait, il faut absolument qu'on laisse notre avenir aux mains des politiques, et on le voit bien encore plus vrai aujourd'hui, que globalement, ils sont beaucoup moins responsables que les entreprises. Tu voulais réagir? Ouais, je voulais réagir parce que quand même devenir des politiques et qu'il ne faut pas les attendre, enfin, vas-y. En fait, c'est un mix de tout ça, mais tu vois, quand tu dis on a montré que c'est possible, ça a permis de faire avancer certaines règles du jeu, parce qu'il y avait au moins une boîte qui l'avait fait. Oui, d'accord, mais à certains moments, ça va être le contraire aussi. Il va falloir qu'on montre qu'on n'y arrive pas pour changer les règles. Il va falloir qu'on dise, attends, mais là, je bute, en fait, là, j'arrive pas à aller plus loin.
Parce que c'est pas rentable. Voilà, parce que les autres, en fait, à un moment donné, quand ils respectent pas les règles et qu'ils s'imposent pas eux-mêmes à un prix du carbone interne ou que sais-je, on va pas être aussi compétitif. Changer les règles du jeu, ça permet qu'on soit sur un pied d'égalité, tout le monde au même prix, et donc le ciment, il coûte plus cher, certains produits chimiques coûtent plus cher, etc. Et ok, c'est pas agréable sur le coup, mais bon, on va répercuter ça en aval à condition qu'on se prenne tous la même augmentation de prix dans la figure. Et l'économie, globalement, se transforme. Il y a des choses qui deviennent plus chères, des choses qui deviennent moins chères. Ah oui, alors le béton, c'est plus cher. Eh ben, on va peut-être construire un peu plus en bois ou en pierre, etc. Que sais-je, il y a des nouveaux équilibres qui se font. Mais si, en fait, il faut aller chercher la difficulté. C'est parce qu'à un moment donné, ça coince. Comme les agriculteurs qui finalement finissent par dire là on est plus rentable, stop, on arrête. Exactement. À un moment donné, ils disent on peut pas se battre contre le bœuf argentin et ils ont raison. À un moment donné, il y a des réalités financières qui s'imposent à tout le monde. En même temps, le BTP sans ses règles, sans ses normes aussi, parce qu'on peut en parler des normes, parce que là on parlait de incitatif, mais on peut aussi parler de ce qui est considéré souvent et vécu comme une souffrance, comme une contrainte réglementaire, RT 2012, RT 2020, etc. Ça c'est plutôt des choses on va dire contraignantes, mais qui ont plutôt eu des effets positifs. Ah oui, des incitatifs. Chaque fois que tu imposes une nouvelle norme, on gueule au début, après on s'adapte, et puis après on arrête de gueuler, et au contraire on n'a plus envie de l'enlever, puisqu'on a acquis un avantage compétitif sur les autres pays. Donc, c'est quoi votre regard sur les normes? Il y en a trop, il en faut plus. J'ai envie de savoir un petit peu c'est quoi la position, si on fait un vote à main levée, plus de normes, moins de normes, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, moi, je partage ce que tu dis, c'est-à-dire que la contrainte, en tout cas, crée de l'innovation, ça c'est réel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de contrainte, globalement, on continue comme on l'a toujours fait, et ça ne crée pas d'innovation et en tout cas de changement, de rupture, en tout cas. Ça, je partage ça avec toi. La difficulté qu'on a, c'est qu'effectivement, en fait, les normes ne sont pas lisibles et qu'il y en a beaucoup trop, et qu'à la fois, elles sont que des morceaux de contraintes, et soit elles sont pas assez contraignantes, soit il y en a trop qui le sont, mais en tout cas, le sujet, pour être très clair, n'est pas du tout lisible pour les entreprises du BTP. Il faudrait avoir quelqu'un quasiment en permanence derrière chacune des opérations qu'on mène pour pouvoir répondre à l'ensemble des contraintes et des normes qu'on doit respecter dans le bâtiment. Et toute la difficulté est là. Et je pense que c'est lié à ce que tu disais aussi, à des décisions politiques. C'est-à-dire comme on avance petit pas par petit pas, on fait des bouts de contraintes, mais pas effectivement une vraie décision très claire en disant... et on fait aussi... Il faut accepter l'idée qu'on va faire des erreurs. Tout à fait. De toute façon, dans cette transition. Peut-être sur ce sujet des normes, parce que moi, je pense et pour y être confronté, parce qu'une partie de notre activité dans le domaine de la construction, c'est effectivement d'intervenir sur des désordres de nature décennale et de se poser la question de l'application des normes. Et des normes qui n'ont pas été respectées, par exemple. Parfois. Voilà, parfois. Et des conséquences que ça peut avoir. Ouais. Moi, je rebondis sur ce que tu dis. Si je prends une norme, par exemple, sur les conduits de fumée, honnêtement, sans Bac+5, c'est compliqué. Oui. Et en vrai, personne sur un chantier a un Bac+5 quand il monte un conduit de fumée dans une maison. C'est la réalité de la liste. Ça, c'est, voilà. Et donc, la question, c'est... En fait, je pense que le sujet des normes, c'est peut-être pas est-ce qu'il faut plus ou moins de normes, mais c'est un peu quelles normes et à quel point elles sont englobantes et à quel point, finalement, elles sont objectivantes en termes de résultats. C'est-à-dire qu'avoir un objectif de performance, et je trouve que ce qui est intéressant dans la RE 2020, dans la réglementation, c'est de se dire, avoir un objectif de performance énergétique sur un bâtiment, c'est intéressant. Et effectivement, de laisser les moyens aux entreprises de trouver les bonnes façons de le faire, c'est intéressant. Quand on rentre dans le comment et qu'on va avoir des normes qui rentrent dans le comment, on est sur des normes extrêmement descriptives qui sont difficiles et qui vont générer en plus, parce que c'est un point sur lequel je voulais rebondir sur ton propos, c'est quand même de dire, il y a malgré tout, il y a des grands changements à faire, mais il y a aussi des inefficiences incroyables dans plein de secteurs d'activité. Il y a de la marge. Ouais, il y a quand même de la marge déjà à utiliser. J'ai entendu un mot, rénovation énergétique, j'ai envie qu'on en parle 2 secondes si ça vous va. Après Rénov, pareil, je fais une question basique et binaire. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne vraiment? En dehors du fait qu'on sait jamais si elle va être reconduite ou pas, ce fameux dispositif. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a un nombre de passoires énergétiques assez... Ça veut dire quoi, ça marche? Ça veut dire qu'on arrive à réduire le nombre de... Ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire il y a plein de gens qui en ont bénéficié. Ça peut vouloir dire ça réduit les émissions de CO2. Ça veut dire que ça a généré un peu plus de justice sociale. C'est des critères différents, tout ça. Alors, donc, il faudrait qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire ça marche. Voilà. De manière générale, sur les subventions, c'est un peu foireux comme outil
pour faire changer les choses. Parce que tu as systématiquement, enfin presque souvent, des effets d'aubaine, ça rate sa cible. On visait telle population, finalement, c'est d'autres personnes qui en ont profité, etc. C'est très, très difficile de mettre en place des subventions. Le secteur de la construction, il va pas être content. T'es en train de dire la Philippe Rénov'. Je suis pas en train de dire ça, je parle des subventions en général. Ce que je voudrais expliquer, c'est les critères pour mettre en place des subventions qui fonctionnent. La différence entre une subvention et, par exemple, un prix du carbone, c'est très simple. Pour l'État, le prix du carbone, c'est de l'argent qui rentre, la subvention, c'est de l'argent qui sort. Donc, à un moment donné, l'argent, il faut l'avoir. Voilà. Donc, pour pouvoir faire des subventions, il faudrait qu'il y ait, par ailleurs, il y ait de l'argent qui rentre, qui peut rentrer par la taxe carbone, et on décide de la recycler dans l'économie via ces subventions ou via une redistribution. Il y a plusieurs modalités. En tout cas, pour réussir à ce que une transformation, une transition énergétique globale soit en même temps juste socialement, c'est pas gagné. Les solutions vont peser sur tout le monde, y compris les plus pauvres. Pour que ce soit juste socialement, il faut aider prioritairement les plus pauvres. Et ça veut dire que on va aller donner des subventions, mais qui doivent être hyper bien ciblées. C'est-à-dire que ça doit être sous contrainte de revenus, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine à aucun endroit. Et en effet, pour des personnes qui sont dans les premiers déciles de la population, avoir la petite prime qui va faire que tout d'un coup, ça va devenir rentable d'aller vers cette rénovation thermique. Il faut le petit delta qui fait que ça déverrouille. Mais certainement pas te subventionner l'intégralité de ta rénovation, parce que derrière, on va faire des économies d'énergie, c'est pour nous, donc il n'y a pas de raison que ce soit la société qui nous couvre l'intégralité de notre rénovation. La subvention, ça doit venir faire le petit delta pour basculer dans la rentabilité un projet qui globalement valait le coup. Un projet avec un coût d'abattement à 1 000 € la tonne, non, c'est plus tard, ça ce sera en 2050. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de gérer des projets qui sont à 100, 200 € la tonne, mais pas au-delà. Voilà. Donc c'est ça aussi les enjeux. Et après, il faut que les banquiers acceptent le crédit. Grand sujet également, les banquiers qui doivent à un moment donné changer leurs critères, qui vont nous répondre qu'ils sont régulés par des réglementations sur lesquelles ils n'ont pas la main. Quelquefois c'est vrai, quelquefois c'est pas vrai. Et donc en effet, les banquiers vont devoir un peu plus regarder la rentabilité financière des projets. Je dois rénover ma maison, une passoire thermique, je l'amène en classe B, ou même à la limite en classe C, c'est pas idéal, mais c'est toujours ça. Et ben si le projet est rentable, le banquier devrait le financer. Aujourd'hui, le seul critère, c'est l'endettement global des ménages. Eh bien oui, mais non, il faut intégrer les économies qu'on fera demain. Je peux juste l'illustrer sur après, un cas. On passe à autre chose que l'environnement, mais sur un cas concret. Donc, changement climatique, conséquence, réchauffement des températures, conséquence, sécheresse, retrait-gonflement des argiles, conséquence, fissuration des maisons, réparation des fissurations des maisons. Et aujourd'hui, quand on répare des maisons fissurées, donc on refait les façades, et dans la plupart des cas, on ne fait pas d'isolation thermique par l'extérieur. On devrait le faire. En fait, tant qu'on est en train... Alors, inefficience du secteur. Parce qu'au moment où tu as eu un sinistre, en fait, est-ce que c'est le moment où tu peux aller voir ta banque pour dire j'ai besoin d'un financement ? Non. Ça devrait, au contraire. Voilà. Ça devrait être proposé par la banque. On va mettre un échafaudage tant qu'à faire. Suggéré par l'assureur, si je peux me dire. Suggéré par l'assureur aussi, certains ont commencé à le faire. Mais c'est juste moi pour évoquer toutes ces inefficiences qui, mises bout à bout, ont quand même des impacts qui sont très significatifs. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce sujet-là. Et surtout que, quitte à monter un échafaudage, autant faire deux gestes. C'est un peu... deux choses, en fait, sur les passoires thermiques. Déjà, juste un chiffre, c'est 4 millions aujourd'hui en France de passoires thermiques. C'est un chiffre qui est colossal. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, on a des politiques d'État qui ne sont pas suffisamment claires sur la direction à mener par rapport à ça. C'est qu'on a bien vu avec ma prime rénov', en l'occurrence, qu'en fait, il y a des allers-retours et que quand ce n'est pas clair, en fait, les consommateurs, en fait, n'y vont pas. Et donc, il y a toute une filière qui s'organise pour pouvoir répondre aux enjeux du secteur et qui se retrouve en difficulté de ne pas avoir suffisamment de business à faire sur cette activité-là parce que, en fait, le financement n'est pas là et ce n'est pas assez clair. Maintenant, ce que tu disais aussi par rapport aux banquiers, et c'est important de le préciser, quand on a une dynamique RSE et qu'on a des labels, on bénéficie aussi de poches financières qui sont nettement plus performantes, avec des taux qui sont beaucoup plus bas. Et aujourd'hui, le service bancaire joue le jeu, quand même, des entreprises qui, elles, sont en avance sur le sujet. Et donc, on va pouvoir emprunter à des taux qui sont meilleurs que si on n'avait pas de logique RSE.
C'est bien de le dire quand les financiers jouent le jeu. Quand les mots qui sont ordonnés, ça peut arriver qu'ils soient ordonnés. On a beaucoup parlé d'environnement et qui est un combat vraiment difficile, qui peut sembler tellement vaste, puis tellement loin. On voit souvent de net zéro 2050, etc., etc. Enfin, et ça paraît presque inaccessible, impalpable. Or, la RSE, c'est pas que ça. Et quand on est un groupe de BTP, finalement, oui, évidemment, le carbone, se décarboner est un gros sujet, mais c'est pas le seul sujet de transition qui peut nous faire progresser en matière de RSE. C'est un combat difficile. Il y a d'autres combats. On peut choisir aussi ces combats, très clairement. J'ai envie d'en parler un petit peu avec toi pour commencer, puis après on tourne, Xavier, mais toi, tu t'es dit aussi, je pense, oui, il y a l'environnement, évidemment, il faut faire ça. Évidemment, on va pas faire croire à tout le monde que faire des gourdes en plastique, que retirer des gourdes en plastique et mettre des gourdes, ça va sauver le monde, que faire des crapauducs, que ça marche, etc. Tu t'es dit, je veux d'abord toucher les gens, et tu t'es dit, vous avez fait un gros travail, vous, par exemple, sur l'inclusion, un gros sujet dans la RSE. Tu peux nous en dire 2 mots? Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que tu sais, par exemple, aujourd'hui, l'inclusion, ça te coûte combien? Ça te rapporte combien? C'est pour une question d'économiste et d'entrepreneur. Tu sais combien ça te coûte, combien ça te rapporte aujourd'hui de part de l'inclusion, et qu'est-ce que tu fais? Je pense que le sujet, c'est pas de le compter comme ça. Déjà, juste pour revenir sur le sujet de l'environnement, en fait, moi, j'ai considéré que, en fait, d'avoir un impact positif sur l'environnement, c'était un prérequis. En fait, ça doit pas être quelque chose, globalement, qu'on se dit est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on peut pas le faire. En fait, c'est un prérequis. Pour le coup, encore une fois, sans parler de culpabilité, moi, j'ai des enfants. Je pense que je suis conscient de ce qui se passe dans le monde. Quand j'ai la chance de discuter dans mon podcast avec des entrepreneurs comme Jean-Vincent, qui est au quotidien, en fait, avec le dérèglement climatique, en fait, on se rend compte de l'impact que ça a immédiatement. Et donc, on a quand même, moi, en tant qu'être humain, tout seul, sans être le chef d'entreprise que je représente ici, en fait, moi, ça me touche. Et je pense qu'on a l'obligation de faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose, c'est un engagement qui est très personnel. Et comme j'ai envie que ma boîte, elle me ressemble, globalement, c'est important, effectivement, que je sois dans cette dynamique-là. Maintenant, quand on considère que l'environnement, c'est un prérequis, c'est-à-dire qu'en fait, de faire des choses bien, alors ça passe effectivement, tu l'as dit, avec des gourdes, etc. Mais je veux dire, il ne faut pas juste faire des choses cosmétiques, il faut que ça soit dans le quotidien. Mais effectivement, moi, mon combat clair, c'est de changer la vie des gens avec qui je travaille. Je pense que ça, on a un rôle à jouer qui est très important, parce que quand on change la vie des gens, ils changent la vie de nos entreprises et ils changent leur dynamique aussi. Ça veut dire quoi, si on fait la vie des gens? Je peux te prendre plusieurs exemples. On a plein d'exemples dans le groupe qui montrent qu'en fait, on a accompagné des gens qui pouvaient être, par exemple, en difficulté. Aujourd'hui, si je prends le cas d'Alaïdine, d'ailleurs, je l'ai rencontré à travers une mission. Alors, c'était pas la fresque du climat, mais c'était la fresque du logement, parce que je suis très attaché effectivement au logement comme un moyen aussi de se pouvoir sortir de sa condition. Donc, je pense que c'était complètement inspiré de la fresque du climat. Et donc, j'avais fait cet exercice-là avec plusieurs associations. Puis, j'étais intervenu dans une conférence avec des hauts potentiels de AXA, d'ailleurs, où j'avais partagé notre expérience sur Notre-Dame de Paris et sur la gestion de crise, qui était un vrai sujet. Et donc, j'avais rencontré là-bas une association qui, après quelques mois, m'appelle en me disant écoutez, on a un jeune qui dort dans sa voiture, etc. Tu m'as dit que tu pouvais parfois aider, que tu recrutais des gens qui étaient dans des positions difficiles. Et aujourd'hui, à l'Aïdine, le lendemain de cet appel-là, il a été logé, parce qu'on a parlé du logement, mais pour nous, on fait des chantiers en BTP dans lesquels on se déplace. C'est un sujet qui est important. Donc, on a des maisons à proximité des entreprises dans lesquelles on loge les gens pour qu'ils puissent avoir de bonnes conditions de travail. Et donc, le lendemain de cet appel, il a eu un logement, un CDI. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très investi. Je pense que ça date d'il y a 3 ans, ce sujet. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très investi dans l'entreprise et qui a un niveau d'engagement qui est exceptionnel. Et donc, des exemples comme ça, je peux t'en parler plein. Ça, changer des vies, changer des parcours, changer les gens de leurs conditions ou de leur déterminisme social. Ouais, exactement. Et en fait, ce sujet de l'inclusion, en fait, on l'oublie souvent dans la partie RSE. On pense beaucoup à l'environnement. Et on pense effectivement que c'est le sujet qui va changer le monde. Moi, je pense que si on apporte du changement dans la trajectoire des gens, ils vont nous aider à changer le monde. Et c'est particulièrement vrai dans le BTP, parce qu'on a souvent quand même des gens, sans justement faire un cliché dans le cliché, mais qui rentrent dans le BTP. Alors oui, soit par conversion, mais parce qu'ils ont aussi un niveau de qualification pas fort, et parce qu'à l'école, on leur a dit, si tu ne vas pas bien à l'école, tu finiras envoyé dans le bâtiment. Et donc, du coup, ils s'imaginent pas pouvoir faire des carrières et progresser comme tu peux le dire. Et donc, dans le BTP, on a un vrai devoir d'agir, j'imagine, sur les gens. Ouais, alors assez naturellement dans le BTP, d'ailleurs, il y a des progressions qui sont incroyables. Je pense que j'en suis l'exemple aussi. C'est-à-dire que moi, je commençais comme ouvrier intérimaire et aujourd'hui, je suis le président du groupe leader sur son secteur en Europe.
je montre que c'est possible, et j'ai cette même logique-là de rôle modèle, on en parlait tout à l'heure avec Bicorp, c'est de montrer que c'est possible en fait, et que ça fonctionne. Mais en fait, des Xavier Rodriguez, dans mon groupe, il y en a plein. Je t'ai pris l'exemple de Alaïdine, mais en fait, je pourrais prendre l'exemple de Rachid ou d'autres qui, en fait, sont arrivés chez nous comme manœuvre. Et aujourd'hui, en fait, j'étais très fier de ça d'ailleurs, je le dis avec beaucoup d'émotion, quand ils ont reçu en fait la médaille du président de la République pour le travail de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est exceptionnel en termes de parcours. Sacré sauce sociale entre guillemets quand tu commandes avec un taux de fierté souvent malheureusement et de manière illégitime proche de zéro. Ouais, je te donne un autre exemple qui est assez incroyable. On a Zachary en fait qui est malien. Et qui avait des difficultés à avoir des papiers, etc., qu'on a accompagné en fait dans toute cette démarche-là, puis c'est quelqu'un qui travaillait dur, etc., avec une logique d'effort, puis c'est souvent des parcours difficiles. Et en fait, on a travaillé il y a quelques années en fait à faire des travaux sur l'Élysée, et je trouvais que c'était assez extraordinaire de voir Zachary en fait réaliser des travaux à l'Élysée alors que quelques années auparavant il n'avait pas de papier. Et j'ai vu sa fierté quand on a fait la photo de lui en fait sur le perron de l'Élysée. Il y avait une fierté incroyable. On transforme des vies, et je pense que la RSE aussi a ce rôle-là, c'est de transformer les parcours et faire en sorte en fait de donner la place à tout le monde dans l'entreprise. Et c'est une richesse qui est complètement dingue. Ça crée de la performance économique. Justement, tu m'as pas répondu à la question. Ça t'a coûté combien et ça te rapporte combien de part de l'inclusion, si je puis dire, comme ça, parce que c'est important que ça doit attractivité, enfin pour l'emploi, mais acceptabilité pour les entreprises. Tu sais combien ça te coûte ? Ouais, je sais combien que ça me coûte. Alors, il faudrait compter en fait un petit peu dans le détail. Qu'est-ce que ça coûte, par exemple, d'accompagner un salarié pour qu'il arrive à avoir un logement et l'aider effectivement sur sa logique de caution ? Qu'est-ce que ça coûte d'accompagner quelqu'un qui n'a pas de diplôme à avoir des diplômes pour pouvoir reconnaître effectivement ses compétences ? Qu'est-ce que ça coûte d'accompagner un salarié qui rencontre des difficultés dans son quotidien parce qu'il doit gérer une famille ou qu'il habite loin, etc., de l'accompagner pour faciliter ses transports ou pour accompagner son déménagement ? Tout ça, effectivement, c'est un coût, c'est une réalité. Mais ça fait, en parallèle de ça, en fait, des salariés, en tout cas des collaborateurs qui sont terriblement engagés, avec un niveau de performance économique qui derrière est directement là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est pas une logique de bisounours. On fait pas ça uniquement parce que je pense que c'est dans mon ADN, dans tous les cas. Mais je pense qu'en tout cas, la RSE, c'est aussi ça, c'est changer les parcours. Moi, tu sais, je fais 3 promesses aux salariés de mon groupe. La première, c'est d'améliorer leurs conditions de travail du quotidien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va améliorer dans la façon, dans les outils qu'on utilise, mais aussi les former, améliorer leur employabilité. Ça, c'est le deuxième sujet. C'est-à-dire les former beaucoup, améliorer aussi leur salaire, leur rémunération. Et puis la troisième promesse qu'on leur fait, c'est effectivement de vivre avec nous en fait une aventure extraordinaire par la progression qu'ils vont avoir et par les chantiers qu'ils vont faire. Quand j'ai un de mes salariés qui a commencé comme intérimaire, qui est aujourd'hui qui fait partie de notre COMEX, qui s'appelle Guérin, qui est là pour sécuriser Céline Dion au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la Tour Eiffel, et qui me dit Xavier, c'était extraordinaire. Et avec lui, on a coché toutes les cases. Il est arrivé comme intérimaire et aujourd'hui, il est membre du COMEX, du groupe. Et effectivement, en fait, il a progressé, il a amélioré sa rémunération, son employabilité, etc. Il a passé des diplômes. Et je pense que la RSE, je pense que si tout le monde, dans chacune des entreprises, se dit qu'il en fait déjà quand il compte dans son écosystème et qu'il fait bouger les lignes et qu'il apporte effectivement des changements dans les parcours, c'est aussi un moyen de le faire correctement et d'avoir un impact immédiat. Elisabeth, dans Bicorp, justement, l'inclusion, ça prend quelle place ? Alors, il y a des espèces de coefficients qui permettent de dire... Alors non, on les a plus parce que ce qu'on vient de perdre là, c'est le système avec les points. Mais ce qui change là, c'est qu'on est passé d'un système donc, à points où tu gagnais les points là où tu étais bon, mais du coup, tu n'en perdais pas ailleurs, mais tu n'en gagnais pas. Donc, à la limite, une entreprise très sociale sur un secteur pouvait passer le cap des 80 points et une entreprise très écologique aurait pu le passer aussi. Les deux auraient pu avoir le même nombre de points avec un profil ou des engagements très différents. Ce qui change là, parce que ça accompagne aussi le changement d'échelle de Bicorp, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises, y compris des grands groupes, donc on est plus scruté. Et puis globalement, de toute façon, tous les 3 ans, la barre monte. Donc en gros, comme tu recertifies tous les 3 ans, jusqu'à présent, et comme le niveau progresse, si tu progresses pas, en fait, tu régresses. Et factuellement, à un moment, tu sors. Donc là, le système change très radicalement, c'est-à-dire qu'on passe à un système où il va y avoir 7 domaines d'impact dans lesquels la performance est obligatoire. C'est-à-dire que plus personne ne peut avoir un angle mort sur un sujet. Et dans les nouveaux sujets qui sont mis en avant,
il y a deux choses dont on a parlé. Il y a un truc qui s'appelle action collective. Action collective, c'est comment l'entreprise s'implique avec d'autres pour faire advenir des lois qui sont favorables, en gros, au changement. C'est-à-dire qui accompagnent le fait que ces entreprises-là, parce que tu disais, il faut aller dans des zones difficiles, mais le problème, c'est que la plupart des gens, dans les zones difficiles, ils y vont pas, parce qu'ils disent, bon, ben, c'est pas possible, c'est pas rentable, ciao, je reviens, je me replie sur le b.a.-ba. Et donc, on a besoin de cette minorité active d'entreprises qui dit, mais non, c'est pas normal que ce soit pas rentable, puisque ça va dans le sens de l'intérêt général, puisque c'est là qu'il faudrait qu'on aille. Donc, certaines essaient quand même d'y aller pour montrer qu'on peut quand même trouver une façon. On n'est pas à l'abri d'un coup de chance de le rendre rentable quand même, ou au moins autofinancé. Et puis, après, se regroupent, parce que tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Une fois qu'elles ont montré que, oui, les entreprises ont envie d'y aller, parce que ce que te disent, nous, on a Brune Poirson dans notre comité de mission, elle a été ministre, elle dit, quand tu veux faire passer une loi, en gros, c'est simple, tu n'as que les entreprises qui sont contre, qui se manifestent. Et les ONG qui disent « Ah oui, il faut y aller ». Bon, alors du coup, son ministre à l'époque de tutelle lui disait « Bon, bah t'es sympa avec ta loi, mais en gros, moi, j'ai que des gens dans mon bureau qui sont contre, et Greenpeace qui dit que c'est top, sauf que quand on aura passé la loi, de toute façon, ils diront qu'on n'est pas allé assez loin ». Ce qu'essaie de faire Bicorp avec ces nouveaux standards, et notamment ce domaine d'impact qui s'appelle Action collective, c'est de dire aux entreprises « Vous devez, c'est obligatoire, c'est pas optionnel, vous devez vous impliquer dans le fait de… utiliser votre influence, votre exemple, l'action collective, pour dire on veut des lois qui vont plus loin, qui vont permettre d'aller dans le sens de l'intérêt général, de retrouver de la rentabilité, il n'y en a pas, etc. Et un autre des domaines d'impact obligatoire désormais pour tout le monde, c'est ce qu'on appelle JEDI dans notre jargon, c'est-à-dire justice, équité, diversité et inclusion. Et donc l'inclusion, c'est là-dedans. Et ça couvre déjà la mesure. Parce qu'on disait tout à l'heure, on progresse bien que sur ce qu'on mesure. C'est plus compliqué de mesurer quand on est sur des sujets humains, etc. Mais déjà, la mesure de l'égalité des chances, par exemple, on va se dire un truc extrêmement important, c'est qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de polarisation entre les groupes sociaux. Je ne vous apprends rien. L'entreprise, c'est le dernier endroit, et probablement le seul aujourd'hui, qui construit du vivre ensemble, qui continue à construire du vivre ensemble entre des gens qui ne pensent pas du tout pareil, qui n'ont pas les mêmes parcours de vie, qui n'ont pas les mêmes parcours professionnels, qui n'ont pas les mêmes niveaux de vie, etc., les mêmes origines, et que sais-je. C'est le seul endroit où on arrive à passer outre pour construire un truc ensemble. Et dans la période actuelle, c'est extrêmement important. Donc c'est encore plus important que les entreprises s'engagent là-dedans. Un point sur le coût, ce que ça coûte, ce que ça rapporte. Moi, je préside maintenant le comité de mission d'Itchwan, qui est une entreprise sociale qui a été créée il y a 10 ans pour travailler à l'intégration dans l'emploi de personnes réfugiées et exilées en France. Ça s'adosse à des systèmes de formation qui sont financés par des fonds publics. D'accord ? Le retour sur investissement de ce truc-là, c'est pour chaque euro. Et donc ça marche avec des entreprises qui s'engagent à recruter les personnes. Les entreprises s'engagent à dire bah, moi j'en recrute 10, 20, 30, etc. Itchwan les forme, gère tous les freins qui ont été évoqués, les freins familiaux, les freins culturels, les freins du langage, les barrières du langage, etc. Et au bout du compte, c'est financé par des fonds publics et ces gens trouvent un emploi. D'accord ? Juste un point, 1 euro investi là-dedans de fonds publics, c'est d'emblée, au bout d'un an, 1,07 € d'économie pour la société. D'accord ? Et au bout de 5 ans, c'est 4,3 € d'économie pour la société. Ça marche tout secteur confondu. Ce calcul-là du retour sur investissement sociétal, là en l'occurrence c'est pour les fonds publics, ça marche très bien. Et par ailleurs, toutes les entreprises qui s'engagent là-dedans disent la même chose, c'est-à-dire qu'on a des gens, le fait d'accueillir des gens avec des parcours de vie différents, ça fait du bien aussi à ceux qui étaient déjà là et qui n'avaient pas forcément demandé à vivre ça, de mentorer un réfugié qui arrive dans l'entreprise, un jeune en difficulté, etc., etc. Donc ça fait grandir tout le monde, c'est ça mon point. Et ceux que vous insérez par ces moyens-là ont galéré, mais tellement en amont, sont tellement reconnaissants d'être là, qu'ils bossent hyper bien et que souvent, ils progressent énormément. Dans les Bicorp, il y a par exemple Big Mama, qui est une entreprise de restauration bien connue, qui est très engagée sur l'insertion des personnes réfugiées et qui a plein d'histoires comme ça, de gens qui sont rentrés au plus bas niveau dans la boîte à la plonge et qui sont maintenant directeurs adjoints de restaurants, etc., etc.
Donc c'est des parcours géniaux en plus. Exactement. Je voudrais revenir sur un point que tu as soulevé, c'est intéressant parce que ça fait une bonne passerelle sur un peu la sortie de cette table ronde, c'est l'action collective. Tu as parlé de ça et c'est un peu l'objet de cette table ronde. Finalement, l'objectif final, c'est de mobiliser la filière du BTP, d'avoir conscience finalement de son rôle, de son champ d'influence et de se dire finalement, on ne doit pas être juste le premier groupe du BTP français à être certifié Bicorp, il faut que toute la filière se mobilise et bouge. J'ai envie de parler avec toi parce qu'on en avait parlé un peu avec toi, Jean-Vincent, et ça m'avait interpellé. Je m'avais donné un chiffre un peu bluffant qui me disait il faut comprendre le champ d'influence qu'on a et qui est possible. Et tu me disais chaque année. Quand on a commencé à travailler justement sur l'entreprise émission, on a commencé à réfléchir impact, partie prenante, et en fait, on s'est rendu compte, parce qu'on n'avait jamais mesuré ça comme ça, que chaque année, des collaborateurs de l'entreprise, on parle à 2 millions de personnes. C'est-à-dire qu'on parle, on rencontre, on parle à 2 millions de personnes. Et donc, quand tu commences à raisonner ça, tu te dis, si j'ai ce petit degré d'impact positif avec 2 millions de personnes, en réalité, ça démultiplie de façon incroyable. Et même s'il n'y en a qu'une sur 100 qui m'entendent, c'est déjà un impact énorme. Donc ça, je trouve que c'est une démarche qui est hyper intéressante de commencer à mesurer en fait, son impact, pas seulement en euros, en EBITDA, et c'est hyper important, mais c'est aussi en le mesurer en impact, combien de personnes je rencontre, combien, etc., etc. Ça, je trouve que ça crée des opportunités aussi pour les collaborateurs, pour valoriser. Je rejoins un peu l'inclusion d'ailleurs. C'est-à-dire que pour valoriser ces parcours, pour valoriser ce que tu fais, je voulais... moi, il y a un sujet sur l'action collective, parce que je suis toujours un peu... en fait, le chiffre que tu donnais sur la valorisation de l'inclusion, tu vois, j'ai le même sur la prévention, c'est un chiffre de la Caisse centrale de réassurance, c'est hyper officiel, 1 euro dans la prévention, c'est 8 euros de réduction sur les sinistres. Tu dis, tout le monde devrait faire de la prévention, quoi. C'est mécaniquement, économiquement rentable. Et globalement, la prévention, c'est aujourd'hui encore, j'espère que ça va bientôt changer, c'est encore infime. Donc ça veut dire que cette rationalité économique de temporalité, en fait, de dire le 1 euro d'aujourd'hui, c'est les 8 euros de demain... Même ça suffit pas à rendre le sujet... t'as un grimpé en sexiness. Ouais, ça suffit pas forcément. Alors la question, c'est de dire comment on fait, quoi. Et moi, ce que j'observe, parce que vraiment, c'est un sujet qui me passionne vraiment et sur lequel on a essayé d'aborder par plein de côtés, c'est de se dire que l'action individuelle, elle est rapide. C'est-à-dire que quand tu décides de faire quelque chose, c'est très rapide. En revanche, forcément, tu as un impact à ton échelle personnelle. Et donc, c'est quand même limité. Quand tu as une échelle collective, alors tu peux travailler sur l'influence et je pense que ça fonctionne. Enfin, réellement, ça fonctionne. Et je pense qu'on a tous quand même des exemples que l'influence sur des décisions collectives, elle fonctionne. En revanche, c'est des communs, donc c'est du consensus ou du compromis. C'est plus long. C'est long. C'est long. Alors, ça a un impact énorme. Le jour où ça change, ça a un impact énorme. Mais par contre, la temporalité, elle est très longue. Et moi, je trouve qu'il y a un acteur qui a été inventé pour avoir un impact rapide. Ça s'appelle l'entreprise, quoi. C'est à ça que sert une entreprise, en fait. C'est avoir de l'impact rapidement. C'est pour ça qu'on a créé ce machin qui est une entreprise, c'est parce qu'on voulait avoir de l'impact rapidement. C'est pas une création très vieille, l'entreprise, ça a un peu plus d'un siècle et demi, quoi. Et c'est à ça que ça sert, avoir de l'impact rapidement. Et donc on peut se dire cet impact, il est économique, mais on peut aussi aller le chercher. Quand on dit 1 euro investi dans l'inclusion, c'est 4 euros de retour, 1 euro dans la prévention, c'est 8 euros de sinistre, on peut aller le chercher. En fait, on peut aller le chercher en innovant, à son échelle, en innovant, en commençant à enclencher les choses, en démontrant ces éléments-là, en fédérant, parce qu'il y a quand même des sujets de collaboration et de coopération. Je pense que c'est quand même assez central entre entreprises, effectivement, de trouver des solutions de coopération avec tes clients, tes fournisseurs, voire tes concurrents. À certains moments, c'est là où tu peux enclencher ces éléments de temps long. Et je pense qu'on a réussi à participer à un projet très récemment où on a été autour de la table avec 3 assureurs, Generali, Maïf et Société Générale Assurance. C'est des mondes très différents. Des petits acteurs. Ouais, mais c'est des mondes très différents. Dans le monde de l'assurance, c'est des mondes très différents. Et avec Six Sense, qui est une filiale du groupe Vinci, et nous, on a créé une entreprise pour justement développer la prévention. Donc je pense que cette question de collaboration, y compris entre des acteurs qui viennent d'horizons différents, c'est aussi comme ça qu'on peut mettre en œuvre ces démarches de temps long entre entreprises sans attendre et que le collectif global bouge. Peut-être pour rebondir là-dessus, c'est vraiment cette logique-là de minorité active d'entreprise déterminée à faire bouger les choses. C'est vraiment la philosophie qui est au cœur de Bicorp, puisque quand tu es Bicorp, je ne sais pas si tu as déjà signé, tu signes quelque chose qui s'appelle la déclaration d'interdépendance. Oui, c'est déjà signé, ouais. Voilà. La déclaration... Avec mon sang, d'ailleurs. Exactement. La déclaration d'interdépendance, elle dit exactement ce que tu dis là. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas
d'être dans une logique de je suis le meilleur ou le premier, même si c'est vrai, c'est bien et on est satisfait aussi parce que ça prend du temps. Ce qu'on veut créer, c'est un mouvement collectif pour atteindre cette minorité qui fait basculer le système, d'accord ? Donc, et c'est que collectivement qu'on arrivera à résoudre les problèmes planétaires complexes ou sociétaux complexes qu'on a à résoudre. Je veux dire, à chaque fois que tu insères une personne en difficulté ou un réfugié, c'est une victoire, mais il y en a tellement d'autres problèmes à résoudre. Enfin, il y a celui-là et il y en a tellement d'autres que, évidemment, qu'il faut que ce soit collectif. Donc, cette déclaration d'interdépendance, elle dit quoi ? Elle dit, tous les problèmes sont interdépendants. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un pont très net entre la question du climat et la question des réfugiés, par exemple. Il suffit d'écouter François Gemène qui bosse sur les deux pour comprendre que le lien, il est direct. Donc, à chaque fois qu'on traite un sujet, c'est intéressant de regarder quelles sont les interdépendances avec d'autres choses. Et par ailleurs, ce que tu disais, on est chaque entreprise interdépendant d'un écosystème qui sont tes clients, qui sont tes partenaires, qui sont tes concurrents. Parce que si toi, tu essaies de pousser dans un sens, mais que l'ensemble des concurrents fait du lobbying pour l'inverse, ça ne marche pas non plus de manière très évidente. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'avancer vers cette logique de coalition, y compris entre concurrents. On a beaucoup d'exemples dans les Bicorp de boîtes qui bossent ensemble. Par exemple, nous, on a un client qui s'appelle Expansiance, qui fait le lait Mustela, qui est connu pour ça. On a commencé par lancer le vrac en pharmacie. Lancer le vrac en pharmacie, c'est cool, mais quand il n'y a que Mustela, donc pour le carbone, c'est très bien. En revanche, pour le pharmacien, c'est l'enfer, parce qu'il avait un gros meuble à mettre au milieu de sa pharmacie, il ne savait même pas où, pour une seule marque, un seul produit. Pas terrible. Ils auraient pu dire, non, en fait, on arrête, ça ne marche pas, les pharmaciens ne jouent pas le jeu, ils ne sont pas assez intéressés par le climat ou que sais-je, et c'est pas possible, c'est pas rentable, donc on laisse tomber l'affaire. Ils ont fait quoi ? Ils sont allés voir tous leurs concurrents en disant, écoutez, ce truc, c'est top, mais en fait, pour nous seuls, ça ne marche pas. Il faut qu'on soit plusieurs marques pour que le pharmacien qui installe le meuble, il ait lui-même un intérêt, parce qu'en fait, il a 4 marques phares qui jouent le jeu. Et ben, avec ce truc-là, ce consortium-là, ça marche hyper bien. Donc, c'est cette logique. Alors, c'est compliqué en France parce qu'on n'apprend pas à l'école à coopérer. On n'apprend pas non plus dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs à coopérer entre concurrents. C'est déjà coopérer avec d'autres acteurs de nature différente, de culture différente, avec j'en sais rien, les territoires, machin, c'est compliqué. Alors, coopérer dans la chaîne de valeur, bon, alors, en amont, en aval, pour l'innovation, éventuellement pour réduire son scope 3, ses émissions indirectes. Bon, émissions indirectes, celle du fournisseur ou celle du client. On pourrait se dire, ah bah désolé, c'est mon fournisseur, c'est pas moi, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais en fait, c'est quand même toi qui choisis d'acheter les produits de ce gars-là ou de cette fille-là. Et donc, dans ton cahier des charges, ça serait peut-être pas inutile de voir si tu peux pas mettre un truc qui lui dise que tu vas choisir des produits plus responsables et même que tu l'aides à être plus responsable parce que ça va l'aider à trouver d'autres clients. Bon. Donc, cette interdépendance, elle est au cœur du truc et c'est vraiment hyper important pour faire advenir du changement et le niveau de changement dont on a besoin aujourd'hui. C'est tout l'objet de ce point de rencontre, c'est de faire en sorte que toute une filière se bouge et qu'on n'agisse pas seul dans son coin. Et je laisserai peut-être un mot là-dessus, Xavier, si tu veux bien, en conclusion, juste avant d'arriver sur ce point, cette idée du faire ensemble, même si c'est pas toujours dans la culture française de EPR, on l'a bien noté, mais c'est pas pour autant qu'on t'a pas justement initié où il y a la voix. Où il y a la voix, c'est un peu la spécialité du groupe Jarnias. J'aimerais bien qu'on fasse, on a un peu refait le monde, refait le BTP, etc. Mais si chacun vous deviez faire un prompt ou un message de 20 secondes qui me disent, allez, un truc positif, une raison d'espérer, on a beaucoup dit qu'il y avait des choses qui étaient un peu compliquées, un peu difficiles, un peu contraignantes, etc. On a aussi dit des choses très très constructives de l'aimer. J'aimerais bien qu'on se prenne juste chacun, si c'est possible, 20 secondes. Si vous deviez sortir un prompt à Elia qui n'existe pas pour dire, voilà, ma raison d'espérer sur ce sujet de la transformation et de la transition RSE dans le secteur BTP, ce serait quoi ma raison d'espérer ? Le premier qui lève la main se lance et gagne les autres et gagne des points à Bicorp. Je sens chaud là-dessus. Ouais, moi ça vient de François Gemène que j'ai entendu il n'y a pas longtemps qui disait que quand même si on agit maintenant, en fait la génération d'après nous, nos enfants ou autres, ils verront la baisse des températures. Voilà. Non, ils verront une moindre progression des températures. Ils verront pas une baisse de température. Ils verront en fait. Ils verront des effets. Ils verront des effets que nous positifs. Nous ne verrons pas. C'est surtout ça. Mais ils verront ces effets positifs. Enfin, et c'est une échéance quand même qui nous touche personnellement. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des raisons d'espérer parce qu'en fait, on peut faire des choses. Cédric, qui a presque voulu donner une raison de contester. Non, juste, il faut rester réaliste.
C'est très difficile en fait. Moi, je sais que le chantier, il est très compliqué. Ça semble une montagne à gravir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas faire autrement que de m'y attaquer, moi personnellement. Donc, je ne sais pas comment transmettre ça aux autres. Voilà, je suis câblé comme ça. C'est toujours très difficile. Par contre, dans le monde du bâtiment, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'avenir, c'est dans la rénovation thermique et la rénovation du coup au sens large, parce que souvent ça va ensemble. Mais donc, il y a de la transformation du secteur à opérer. Peut-être que demain, on construira peut-être un peu moins, mais il n'empêche que il y aura énormément de rénovations à faire. Il y a un chantier monstrueux. Le rythme, l'ordre de grandeur du rythme auquel il faudrait aller, c'est 1 million de logements par an. Voilà. Et mettons-nous en marche vers ça, parce qu'il y a du boulot. Et en vous la rénovation énergétique, je regardais les chiffres, 2024, sur Sadam, etc., genre 15 milliards de chantiers investis sur la rénovation énergétique, rien qu'en France, rien que sur un an. C'est-à-dire s'il y a un marché. Elisabeth, là, quand demande compte sur la raison d'espérer. La raison d'espérer, il y en a plein. C'est-à-dire qu'il y a déjà dans la communauté Bicorp, dans les sociétés à mission et en dehors. Nous, on a travaillé par exemple avec une boîte de BTP, on parlait d'inclusion tout à l'heure, qui s'appelle Léon Gross. Eux, ils ont un objectif d'avoir 15% des salariés issus de l'insertion, donc de gens qui étaient soit en difficulté, soit des réfugiés, etc., à horizon 2030. Donc il y a des boîtes qui ne sont pas forcément dans ces logiques de société à mission de Bicorp et qui s'engagent aussi. Each One, dont je parlais tout à l'heure, ils sont pour l'instant société à mission, mais pas encore Bicorp, etc., etc. Donc il y a beaucoup franchement, et quand on rentre dans la communauté Bicorp, il y a un paquet, quand on regarde de manière large au niveau international, puisque le Bicorp est dans 100 pays, mais la société à mission, c'est pareil. Vous regardez quelles sont les entreprises de votre secteur ou apparentées. Je pense que ça serait hyper intéressant que Jarnias aille rencontrer GSE, qu'ils aillent rencontrer la foncière du Chênelet, qui fait de l'inclusion pour faire du logement social. Enfin, qu'ils aillent rencontrer Redman, s'ils ne bossent pas déjà avec eux, qui est un promoteur qui fait énormément sur ces sujets. Donc, en fait, dès que vous rentrez dans ces communautés, vous découvrez qu'il y a aussi beaucoup de raisons d'espérer, parce qu'il y a énormément d'exemples qui existent, dont on peut s'inspirer, parce qu'ils sont meilleurs, ils ont peut-être poussé plus loin tel ou tel sujet, alors que vous êtes inspirant sur tel autre sujet. Et ça, c'est cool, parce que ça donne l'espoir qu'on peut réussir à résoudre ces problèmes. Voilà. En tout cas, qu'il y a largement les messages pour dire au pouvoir public, regardez, ça marche, c'est des entreprises qui fonctionnent plutôt bien, qui innovent, etc., et donc, il n'y a aucun risque à généraliser ces pratiques en faisant des textes qui s'imposent. Jean-Vincent, Thierry, Elisabeth, merci pour ce shot, d'espoir. Je pense que tu as raison d'espérer, c'était aussi un combat de mobilisation que tu as envie de mener. C'est ce qui permet de croire. Peut-être que tu peux finalement conclure cette table d'échange sur le message que tu as envie de porter aussi depuis cette certification Bicorp à l'ensemble finalement de la filière du bâtiment. Vous avez vu ? Ouais, en fait, quand on s'engage dans cette dynamique de Bicorp, d'être labellisé Bicorp, en fait, on a une responsabilité dans son écosystème, et d'ailleurs, on le signe, on le signe dans notre contrat qu'on a avec Bicorp, le fait d'avoir un impact dans sa communauté, dans son écosystème, dans son marché, etc. Et donc, moi, ça me parle vraiment très, très fort, ce sujet-là, parce que, je le disais au préalable, en fait, le fait d'être une référence et d'être le modèle à suivre, en tout cas, de montrer que c'est possible, je pense que c'est une des clés de la réussite. Et donc, en fait, en vrai, moi, je fais ça aussi pour montrer que c'est possible à d'autres et de les engager à mes côtés, avec nous, dans notre secteur et dans notre marché, en disant qu'en fait, nous aussi, on peut changer le monde. Et je crois que moi, ma raison d'espérer, c'est qu'en fait, les femmes et les hommes qui composent nos entreprises, en fait, sont une richesse incroyable pour nous. Ils ont des idées qui sont complètement dingues pour nous aider à progresser. Nous, quand on s'est engagé dans Bicorp, on s'est rendu compte qu'ils avaient des idées pour nous faire avancer sur les sujets en termes de décarbonation, en termes d'inclusion, en termes de performance. Et en fait, c'est une richesse complètement incroyable. Et on a une diversité d'ailleurs dans notre comité de mission, dans notre comité Bicorp, avec nos guides Bicorp, qui était incroyable. On a vu une logique vraiment qui était très forte de mobilisation. Et en fait, c'est eux qui portent le sujet. Moi, j'ai l'impression d'être le témoin de ce qu'ils ont fait pour qu'on devienne Bicorp. On est au début de l'histoire. En fait, c'est pas une finalité. On est au début de cette histoire-là. Et j'aimerais que cette histoire, elle s'écrive en tout cas avec encore plus de monde de notre secteur qui viennent nous rejoindre dans cette dynamique-là pour servir les intérêts de la planète et de l'inclusion. Ou faire corps et chercher une puissance de frappe pour pouvoir faire mieux un peu plus ensemble dans la filière du bâtiment. Merci à tout le monde pour ce temps d'échange. Je pense qu'on a
On a avancé, on a progressé, on saisit les choses très clairement. Merci encore. Merci Raphaël. Merci.